Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio à Medjuri. Merci Rachid de me recevoir. Eh ben, de vous recevoir en plus sur un ring. Je crois que c'est la première fois de votre vie que ça arrive. J'adore les gants, super. Ben, parfait, donc vous êtes dans votre élément à Medjuri. Exact. Y compris notamment au travers de ce débat sur le ring avec vous, autour justement de défaillance d'entreprise, et puis, mais pas que. Donc ça va être comprimé et concentré en 3 rounds. Mais avant cela, à Medjuri, je rappelle que vous êtes directeur études et communication chez Inforisc. Inforisc spécialisé dans la collecte et le traitement de l'information financière et légale. Tout à fait. Donc disponible et fiable. C'est ce que ça veut dire concrètement. On essaie d'être le plus fiable possible, effectivement. Premier round, justement, défaillance d'entreprise. Où est la faille? Où sont les failles? Avec un point d'interrogation. Deuxième round thématique avec vous, délai de paiement avec cette nouvelle loi depuis le 1er juillet dernier, 69-21 d'ailleurs. Un effet curatif ou un simple palliatif pour la TPME, donc avec un point d'interrogation. Vous nous direz également ce que vous en pensez. Troisième round, enfin, name and shame. Donc c'est cette terminologie anglo-saxonne pour dévoiler au grand public l'identité des mauvais payeurs. Personne n'en veut, a priori. En tout cas, vous nous direz ce que vous en pensez à Medjuri. Premier round, défaillance des entreprises. Où sont les failles de ces défaillances? Chaque fois, on nous dit, chaque année, croissance des défaillances, en tout cas sur ces dernières années. Mais la raison principale, et où est la faille? Alors, les raisons principales, évidemment, la première raison, c'est, je le redis chaque année, et je pense que ça n'a pas encore, les facteurs n'ont pas encore évolué, c'est évidemment les retards de paiement. Première cause de mortalité, 40% des défaillances sont dues à la question des délais de paiement, des retards. Est-ce que c'est pas trop réducteur de dire, grosso modo aujourd'hui, chaque année, c'est les défaillances de l'entreprise, donc c'est plus 15% en 2023 par rapport à 2022, c'est bien ça? On est passé de 12 000 à un peu plus de 14 000. Alors, juste une chose, il faut aussi se remettre dans un contexte historique. Quand on revoit de 2010 à 2023, on est grosso modo sur une croissance moyenne annuelle de plus 15%. Donc on est sur un trend quasiment normal. Chaque année, on se dit c'est normal d'avoir plus 15%. C'est quelque chose qui est normal puisqu'on le voit, mais à la fois anormal parce que justement, on ne voit pas comment inverser la tendance. Alors oui, les délais de paiement, c'est la première cause. Mais il y a beaucoup de choses. Il faut voir d'autre part que c'est les TPE les premières visées par les défaillances. 99%. Les TPE, à quoi elles sont sensibles? Évidemment, délai de paiement. Elles sont payées à 240 jours. Concrètement, ça veut dire aussi que quand vous êtes payé aujourd'hui, quand vous émettez une facture aujourd'hui, vous êtes payé au bout de 8 mois. Pendant ces 8 mois, il faut payer un certain nombre de charges. Ça, je pense que je l'ai souvent répété. Je pense que c'est suffisamment clair. Après, il y a aussi... il faut d'abord gagner de l'argent. On parle souvent des marchés publics pour ces entreprises-là. La loi prévoit d'accorder un quota de 30% max pour les TPME sur ces marchés publics. Aujourd'hui, on n'a aucun chiffre officiel qui permet de dire qu'on s'approche des 30%, mais je pense clairement non. Et donc, évidemment, le chiffre d'affaires, c'est très dur à faire. L'environnement des affaires est très compliqué. L'environnement, les aspects fiscaux et sociaux sont aussi compliqués parce qu'on a aussi changé le système fiscal et l'IS. En tout cas, on est en train de le changer, de le faire évoluer pour avoir un taux unique de 20%. Alors, en 2026. Exactement, et qui pénalise en Mais Medjuri, est-ce qu'on peut pas voir ça aussi sous un autre angle en disant, voilà aussi, c'est aussi les situations de monopole qui peuvent être dominantes dans certains secteurs d'activité. C'est aussi un secteur privé qui n'est pas très dynamique dans sa structuration, dans sa capacité à produire plus, à produire mieux et être plus performant. Est-ce que ça ne traduit pas aussi le fait qu'on a aujourd'hui dans le secteur privé essentiellement et dans le monde de l'entreprise, je vais dire une sorte d'inertie généralisée qui fait qu'on a un taux de mortalité aussi, qui est la conséquence directe de cette inertie du secteur privé? Non, je suis complètement d'accord. Et effectivement, il y a d'autres facteurs qu'il faut voir. Et il y en a un que vous n'avez pas cité qui est, à mon avis, fondamental, surtout quand on est une très petite entreprise, c'est l'informel. C'est clairement des unités qui se créent à côté de la vôtre, qui est formelle. Vous avez tout déclaré, vous payez de manière régulière vos impôts. Et à côté de ça, il y a quelqu'un qui s'est installé, qui ne paye pas d'impôts, qui fait des prix plus bas parce qu'évidemment il ne paye pas de charges, etc. Et donc forcément, vous devez vous battre contre quelqu'un qui n'est pas en règle. Mais Medjuri, on est bien d'accord, c'est parfois aussi des entreprises formelles qui ont développé des activités et des entités informelles. Ce n'est pas que des entités informelles pures. Non, je suis d'accord, mais à un moment donné, elles ont dû transiter parce qu'elles ont vu qu'à un moment donné, c'était plus intéressant de passer vers l'informel. Mais ça reste quand même, à mon avis, pour une TPE, un problème fondamental. En tout cas, étude rendue publique par Inforisc cette semaine, donc croissance des défaillances en 2023 de plus 15% par rapport à 2022. Donc c'est à peu près 14 245 entreprises qui ont fait faillite en 2023. Est-ce que c'est pas beaucoup? Il y en a qui vont dire c'est beaucoup. Est-ce que quelque part, on doit se dire c'est pas beaucoup finalement? Alors, tout est relatif. Je suis d'accord qu'il faut relativiser les choses.
Au Maroc, on a 60 000 créations de personnes morales chaque année. On a 15 000 personnes morales défaillantes. Donc quand on fait le rapport, grosso modo, c'est un rapport de 1 à 4. Pour une entreprise défaillante, il y a 4 créations. Donc tout de suite, ça permet de relativiser, de se dire c'est peut-être pas tant que ça. Maintenant, il faut bien prendre en compte un critère qui est important, c'est que sur ces 15 000, on ne parle uniquement que des personnes morales. Sur les personnes physiques qui représentent 2/3 des entreprises au Maroc, je pense que globalement, elles sont représentées par des TPE parce qu'effectivement, au-delà d'une certaine taille, on a intérêt plutôt à être en personne morale. Donc, je pense que les TPE, ces personnes physiques sont essentiellement des TPE. Et je pense qu'effectivement, si on devait multiplier ce chiffre par 2 ou 3, on serait, à mon avis, sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire qu'on parlerait d'environ 45 000, 50 000 défaillances, tout compris. C'est-à-dire la tendance chiffrée data réelle, en fait, selon vous, devrait être, ou en tout cas serait, plutôt entre 40 et 50 000 défaillances annuellement et non pas les 15 000. Alors, c'est une estimation, évidemment. La partie dont je suis vraiment le plus sûr, c'est sur les personnes morales et parce qu'on collecte cette information qui provient des tribunaux de commerce. Donc ça, j'en suis quasi sûr à 99,9%. Sur les personnes physiques, évidemment, je pense, c'est une estimation. Ça peut être une estimation tout à fait crédible. Je rajoute une chose, quand on fouille un petit peu, on travaille un peu sur les bases de données, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui ne vont pas voir les tribunaux et qui disent « bon ça y est, je stoppe l'activité » ou voilà, j'essaye de redresser les choses, donc la défaillance, synonyme de la défaillance, mais qui tout simplement s'arrêtent. Du jour au lendemain, on n'a aucun signe de vie vitaux, c'est-à-dire aucun bilan publié, aucun événement publié, il n'y a rien, pendant 5 ans. Et on considère que dans notre base de 700 000 sociétés, il y en a environ 100 000 qui ont un encéphalogramme plat depuis 5 ans. Elles ne sont pas déclarées mortes, mais le dirigeant, l'actionnaire principal de cette structure, il a créé, il a vu que ça ne marchait pas, il a laissé tomber, il est passé à autre chose et il a créé une autre structure. Et ça vous le prenez en compte, vous, dans votre mode de calcul? Non. Nous, on se base uniquement sur ce qui nous provient des tribunaux de commerce, c'est-à-dire une entreprise qui va faire une demande de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou simplement la mortalité absolue, la liquidation. Autre chose, justement, quand on regarde un petit peu la typologie, à la fois effectivement des entreprises, mais des secteurs d'activité, on se rend compte que c'est l'activité commerce, oui. Commerce et services, immobilier et BTP qui ont été les entreprises en fait les plus impactées par la conjoncture et donc qui ont mis la clé sous la porte. Quelque part, on n'est pas très surpris non plus. Non. E-commerce, on voit bien aussi que c'est une activité aujourd'hui en fait, très, très dynamique dans tous les sens du terme, avec une grande distribution qui est de plus en plus forte et qui a une assiette financière de plus en plus importante. Donc, c'était à peu près prévisible. Le secteur de l'immobilier, ça fait plus de 10 ans qu'il agonise. Et le secteur du BTP, touché de plein feu par l'inflation et la flambée des intrants. Exactement. Non, aucune surprise. Il faut être clair là-dessus. Quand on regarde l'écosystème des entreprises, 70% des entreprises marocaines, personnes morales en tout cas, sont composées par un de ces 3 secteurs. Les 3 font 70%. Donc, évidemment, c'est normal qu'on les retrouve en termes d'entreprises défaillantes. En termes de valeur absolue, c'est normal qu'elles figurent parmi les 3 premiers. Évidemment, si après on réfléchit autrement, c'est-à-dire on voit les secteurs ou les activités qui ont eu les taux de progression les plus importantes ces dernières années, on trouve un autre résultat. En valeur absolue, c'est peanuts, mais en valeur relative, on se rend compte qu'il y a eu des croissances fortes. Je pense notamment en transport. En valeur absolue, c'est quand même un secteur qui est important, mais on voit bien aujourd'hui le secteur du transport qui est impacté par un certain nombre de facteurs. L'augmentation du coût de l'essence due à tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, les différentes guerres qui ont fait réenchérir le prix de l'essence, les délais de paiement évidemment qui impactent, notamment quand les entreprises font du B2B, c'est-à-dire travaillent avec des entreprises pour le transport. Évidemment, quand vous êtes payé à quelques mois, ça aussi ça impacte. Vous avez des charges qui augmentent, vous êtes payé plus tardivement, donc forcément ça fragilise un peu votre santé financière. Quand justement par rapport à ça, donc c'est le taux record en fait aujourd'hui, il n'y a jamais eu de tendance criminelle en tout cas au niveau de l'entreprise en matière de fermeture d'entreprise, c'est un taux record? Oui, c'est le maximum. Oui, non, c'est le maximum effectivement. Et ce que je tiens à rajouter, c'est que chaque année on bat un nouveau record. C'est-à-dire qu'à part 2020 qui était une année exceptionnelle où pour plein de raisons qu'on a évoquées par le passé, on avait un taux de croissance qui était négatif, mais hormis cette année, chaque année on bat un nouveau record. Donc effectivement,
On n'a pas encore trouvé la solution miracle pour inverser la courbe des différentes entreprises. Projection 2024, d'ores et déjà, quand on sait que, je lis ça parce que en ayant lu attentivement votre étude, Ouais. on voit bien que le premier trimestre de l'année 2023 et le dernier trimestre de l'année 2023, c'est là où il y a eu des pics, Ouais. c'est là où il y a eu des pics meurtriers. Ouais. Est-ce que 2024, qui vient de démarrer, on n'a pas encore achevé le premier trimestre, est-ce que ça devrait être un copier-coller de l'année 2023 en matière de mortalité? Alors, Et de tension. c'est toujours très difficile de faire des prévisions. On m'a même demandé, par exemple, une prévision sur 4-5 ans. Ça revient presque à faire de la magie. Parce que déjà, faire une projection sur un an, c'est extrêmement compliqué parce que ça dépend d'énormément de facteurs macro, de la conjoncture, de demain, comment peut évoluer certains conflits, quel impact ça va avoir sur les coûts, quel impact ça peut avoir sur notre économie, les délais de paiement, est-ce que l'impact sera immédiat ou plus tardif. Donc, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et donc la projection est difficile. Moi, je pars du principe que compte tenu de l'état actuel, de la conjoncture, donc je m'arrête à aujourd'hui, je vois comment se passe le début de l'année et je me dis, fondamentalement, les facteurs n'ont pas évolué. Donc, je reste sur quelque chose de très conservateur, c'est-à-dire que je reste sur le trend historique de 15% et je dis, 2024, compte tenu de cette situation de démarrage, je pars sur un trend de plus 15% et donc on dépasserait les 16 000 entreprises à la fin de l'année. Donc nouveau record en 2024, on passerait de 15 à 16 000. Justement, deuxièmement, délai de paiement, cette nouvelle loi, 1er juillet dernier d'ailleurs, loi 69-21, effet curatif ou simple palliatif pour la TPME. Les deux adjectifs sont intéressants. Ouais, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Ouais, Entre le curatif et le palliatif. Le palliatif, si on accompagne les entreprises vers la mort, théoriquement, la loi, c'est plutôt du curatif. C'est ça l'objectif. C'est de faire en sorte qu'un vrai problème qui se pose aujourd'hui et qui entraîne un taux de mortalité qui est extrêmement important, on essaye justement d'apporter une solution. Je pense, moi personnellement, que c'est une solution tout à fait correcte qui peut améliorer la situation des délais de paiement, pas tout de suite, pas immédiatement, mais d'ici 2-3 ans. Pour quelles raisons? La première, c'est compte tenu du périmètre de la loi. Le périmètre dit quoi? La loi, elle dit quoi? Elle dit que toutes les factures émises depuis le périmètre tient en compte toutes les factures émises depuis le 1er juillet 2023 pour les montants de plus de 10 000 dirhams. Maintenant, quid des factures émises avant, et qui représentent un stock de plusieurs dizaines de milliards de dirhams, sachant que je rappelle quand même que le stock global, il était de 400 milliards, que sur ces 400 milliards… Crédit interentreprise. Exactement, il y a environ 100 milliards qui posent problème, et que ces 100 milliards, aujourd'hui, il faut quand même les régler à un moment donné. J'ai écouté attentivement le discours du patron de la DGI il y a quelques semaines quand il était venu à la CGEM justement parler de la loi. Et d'après lui, effectivement, on n'a pas pris en compte ce stock qui va être épuré au fur et à mesure du temps, sachant que… Est-ce qu'il y avait eu un bug à ce niveau-là? Parce que la loi avait été promulguée en juillet et il y a une circulaire de la DGI en octobre 2023. C'était début. Donc est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'il y a une espèce de flou aujourd'hui? Et puis on a vu d'ailleurs fin octobre un certain nombre d'entreprises, parce que c'était les premières déclarations, où c'était extrêmement compliqué. Est-ce que là aussi, l'administration et l'État ont un peu fauté, ou en tout cas amplifié une situation déjà un peu confuse? Pour y avoir réfléchi, avec un peu de recul aujourd'hui. Avec un peu de recul, je pense que ce n'était pas une erreur, pour une raison très simple. Si vous prenez les anciennes factures, imaginez vous avez des factures qui datent de 2016, 2017. Vous faites comment pour calculer la pénalité de retard? Vous allez appliquer 3% fois 36 mois, 40, ça va devenir des montants ridiculement importants. À un moment donné, il fallait se dire, on part d'une situation à un instant T, on part du 1er juillet, tout ce qui est émis depuis le 1er juillet, voilà, tout est clair, vous avez un délai, vous dépassez d'un jour, vous payez 3%. Et chaque mois, c'est 1% supplémentaire. En attendant de voir justement la prochaine déclaration, premier trimestre 2024, on a vu fin octobre, c'est le chiffre qu'on a, les pénalités qui ont été adressées aux entreprises qui effectivement sont passées sous les radars de la DGI parce qu'il y a eu des retards de règlement. Amende, le volume à grosso modo 100 millions de dirhams. Oui. Beaucoup, pas beaucoup? Non, ça me semble relativement faible. Bon, après, je pense qu'il y a aussi un effet saisonnalité par rapport aux factures émises. Je pense que sur une année pleine, on sera sur un montant plus important. Maintenant, non, je pense que la première déclaration, c'était plutôt un test. Mais je pense que dès le premier trimestre 2024, on aura les idées plus claires sur le montant. À mon avis, on sera sur des montants plus élevés. Ça, c'est certain. D'amende? C'est-à-dire que l'entreprise n'aura pas encore… il y a encore l'entreprise qui va être réticente à payer dans les temps? C'est ça que vous anticipez déjà?
En tout cas, il y en a, ça c'est clair. Maintenant, compte tenu de la loi, c'est vrai qu'aujourd'hui, les sanctions sont fortement incitatives pour que tout soit réglé en temps et en heure. Mais encore une fois, le problème, il n'est pas tant sur ces factures-là. Mais qu'est-ce qui se passe pour les anciennes factures? Elles vont être réglées au fur et à mesure. Je pense que c'est ces factures-là qui vont poser problème pour les entreprises à un moment donné. C'est-à-dire que toutes celles qui sont émises le 1er juillet, bon, grosso modo, elles vont être réglées en temps et en heure. Mais les anciennes, eh ben, à mon avis, ça mettra du temps à être écoulé. C'est pour ça que je pense que la solution, elle ne viendra pas, en tout cas la baisse ne viendra pas en 2024. Il faudra plutôt attendre 2025 pour voir les premiers effets. En tout cas, depuis le 1er janvier 2024, c'est les entreprises qui ont un chiffre d'affaires compris entre 10 et 50 millions de dirhams. Donc grosso modo, c'est le gros mastoc du monde de l'entreprise chez nous et c'est essentiellement la PME. Ouais. Est-ce qu'il faut s'attendre au pire? Alors, certains considèrent que la majorité des PME n'ont pas de comptabilité réelle. En tout cas, on est dans la précarité comptable. Est-ce qu'il faut s'attendre au pire, justement, dans l'application de cette nouvelle loi des délais de paiement sur la PME? Alors, avant de répondre, première chose, sur ces 400 milliards de crédits inter-entreprises, 80% sont dus par les grandes entreprises et les PME. Les grandes entreprises ont commencé en 2023, les PME en 10-50 commencent cette année. Donc il y a une cohérence par rapport justement au montant détenu au niveau du crédit inter-entreprise. Maintenant, il faut être honnête, je travaille avec beaucoup de PME aujourd'hui sur un programme qui s'appelle le Done Trade, sur les retards de paiement. Aujourd'hui, la comptabilité, certes, elle n'est pas parfaite, il faut être honnête, on va appeler un chat un chat. Évidemment, il y a des choses, mais évidemment que toutes ont une comptabilité, disons, globalement satisfaisante. Il y a des choses à améliorer, c'est certain. Mais je pense que la vraie problématique n'est pas sur cette catégorie d'entreprise. Elle sera plutôt sur la tranche 3 à 10 millions. C'est là qu'à mon avis, il y aura de vraies difficultés. Ça sera à partir du 1er janvier 2025. Exactement. Mais pour cette année 2024, est-ce que la PME, il ne risque pas d'y avoir justement un coup de frein donné à cette loi? Parce que les PME vont avoir du mal, en tout cas dans la majorité des cas, à pouvoir non, je pense pas. avoir une comptabilité suffisamment tenue d'ailleurs, du day to day, tous les jours, pour pouvoir avoir effectivement une visibilité sur ce qui doit être déclaré. Non, je pense pas. Je pense pas, honnêtement, pour vraiment. Parce que beaucoup appréhendent ça, justement. C'est 2024, c'est l'année de tous les dangers pour la PME. Je comprends qu'elles appréhendent, parce que après, c'est une déclaration, c'est aussi l'expert comptable qui est là pour. Donc, évidemment, il faudra voir le coût de la mission. Je comprends qu'il y a un coût supplémentaire. Mais aujourd'hui, une entreprise de cette taille-là, en tout cas, elle travaille forcément, elle a une comptabilité, elle a un logiciel comptable, elle a sûrement des conseils. Donc, je ne pense pas qu'on parte complètement dans le flou. Je pense que déjà, elles ont les outils, elles sont suffisamment processées en interne pour suivre, en tout cas, cette question des délais de paiement. À mon avis, on n'arrive pas en zone inconnue. Je ne pense pas que ces entreprises. Ça va être compliqué, certes, en fin d'exercice, parce qu'on va arriver avec un goulot d'étranglement fin d'année. Je rappelle, je parle sous votre couvert Miduri, que la PME va devoir, en fin d'année, tout déclarer. Oui. C'est-à-dire qu'on est sur un cumulatif de 12 mois. Ouais. Donc ça paraît un peu compliqué. On voit que les grandes entreprises, d'ailleurs, ont du mal, en tout cas pour certaines d'entre elles, à tous les trimestres à pouvoir tenir une comptabilité qui leur permette effectivement de payer ce qu'ils doivent payer en temps et en heure. Ils ont beaucoup de mal, donc je me dis la PME. Non. Sur un an cumulé? Je ne suis pas d'accord. Vraiment, je pense que cette catégorie d'entreprise est suffisamment outillée pour suivre sa comptabilité au jour le jour. Je ne parle même pas de déclaration délai de paiement. Je dis simplement qu'aujourd'hui, elle est déjà obligée de déclarer tous les trimestres la TVA, la déclaration au mois de mars pour la DGI, tout ça, elle a l'habitude de le faire. Les déclarations sociales, etc. Les délais de paiement, c'est juste une extension de leur comptabilité actuelle et encore une fois, pour travailler beaucoup avec cette catégorie d'entreprise, ils ont déjà tous les outils. Et l'application éventuellement de pénalités financières, en tout cas en matière d'intérêt moratoire pour la PME, est-ce que là ça va se faire aussi facilement qu'avec la grande entreprise? Les 3% par exemple pour un mois de retard, et ensuite on est sur du cumulé aussi en termes additionnels sur les intérêts. L'avantage de cette loi, c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Contrairement aux anciennes lois sur les délais de paiement, où il fallait toujours réfléchir, est-ce que j'applique les pénalités, mais si je les applique, je vais perdre mon client, et puis ça crée beaucoup de débats internes, et finalement, ça n'a rien apporté. Là, finalement, l'entreprise ne réfléchit même pas. C'est-à-dire que la loi, de toute façon, la pénalité, elle est appliquée quoi qu'il arrive. Donc, à partir du moment… Ça peut être une charge financière supplémentaire sur une PME aujourd'hui qui est confrontée à beaucoup d'incertitudes, à des problèmes de trésorerie, de BFR. Voilà. Donc, du coup, d'être soumis à des pénalités, même si effectivement elles sont tout à fait légitimes, mais c'est une charge supplémentaire sur la PME qui est déjà fragile. Alors,
On peut le voir comme ça. Moi, je dis simplement qu'à un moment donné, si personne ne fait l'effort, c'est-à-dire si on se dit il y a des difficultés, je retarde au maximum le paiement, au lieu de payer au bout de 120 jours aujourd'hui maximum, j'aurais voulu payer à 150 à 200 jours, dans ce cas, on ne résout absolument pas la question des délais de paiement. Il n'y a pas ce risque-là en 2024 pour vous? Il y a un risque, mais je ne pense pas qu'il soit qu'il puisse s'appliquer à la majorité des entreprises. J'en suis pas certain. En tout cas, à suivre. Ça me permettra de refaire un ring lors du deuxième semestre 2024 pour refaire un point de situation avec vous, Amine Diouri. Troisièmement, on reste toujours sur les délais de paiement et défaillance comme système d'anticipation. Certains l'ont fait, ont franchi ce pas, un certain nombre de pays dans le monde, en mettant en place le name and shame, c'est-à-dire rendre public l'identité des mauvais payeurs. Sur les panneaux, en 4x3, on sait quelles sont les entreprises qui n'honorent pas leurs dettes, ou en tout cas qui ne règlent pas ce qu'ils doivent régler dans les temps impartis. Chez nous, pourquoi personne n'en veut? Est-ce qu'on a un problème culturel là-dessus? Est-ce qu'on a un problème de la transparence? C'est un problème très culturel, je pense. Et pourtant, un pays comme le name and shame, il faut se rappeler que c'est déjà très anglo-saxon. Déjà, rien que le nom, c'est anglo-saxon. Et pourtant, un pays comme la France l'a adopté. Et il est très intéressant de voir de temps en temps les publications des entreprises, des grosses entreprises, qui sont affichées comme un mauvais payeur, les sanctions. Donc déjà en termes de communication, en termes de RSE, c'est pas top. Nous, on a du mal avec ça. C'est vrai que l'information, elle est importante. C'est de la data. Pour moi, je considère ça comme de la data. De la data qui peut aujourd'hui servir à calculer, à avoir de l'information plus pertinente sur les entreprises. En termes d'information financière, quand on donne des scores aux entreprises, savoir que elle a un comportement de paiement qui n'est pas forcément adéquat par rapport à la loi. Pour son propre rating d'ailleurs aussi. Exactement, tout à fait. C'est extrêmement important. Donc après, effectivement, en termes d'importance, je suis d'accord qu'on devrait avoir cette information, qu'il est prévu qu'effectivement l'Observatoire des délais de paiement, en tout cas, elle va recevoir cette information, elle va recevoir cette liste des entreprises qui ont des retards de paiement. Il ne faut pas nécessairement les caractériser en disant c'est les mauvais payeurs, mais disons des entreprises qui ont des retards. Est-ce que ça peut être plus efficace que la loi? Parce que certains considèrent que même si effectivement ils saluent cette nouvelle loi depuis le 1er juillet 2023, la loi 69-21, mais en fait le name and shame, c'est-à-dire dévoiler, rendre public l'identité des mauvais payeurs, sera beaucoup plus efficace qu'une loi. Alors je pense qu'elle est complémentaire. Vu comment est construite la loi, je pense que déjà les pénalités, c'est hyper prohibitif. Je veux dire, 3%, un jour de retard, personne n'a intérêt à dépasser, ne serait-ce que d'un jour le retard. Donc déjà, ça c'est une chose acquise. Maintenant, je suis d'accord que le name and shame, ça apporterait beaucoup. Mais encore une fois, ça c'est ma vision qui est plutôt franco-française. Grosso modo, Amine Diouri est favorable au name and shame. Moi je suis favorable. Rendre public l'identité des mauvais payeurs. Moi quand je parlais de modifier la loi il y a encore quelques années, quand on était encore sur est-ce qu'on facture les pénalités, etc. Je disais non, il y a des modèles qui fonctionnent. Il y a des modèles où il y a une tierce partie qui intervient, là aujourd'hui c'est la DGI, et il y a le name and shame parce qu'effectivement ça met la pression sur l'entreprise et l'entreprise qui paye mal, ça lui fait une mauvaise réputation et donc elle est incitée à payer plus rapidement. Je suis favorable évidemment, après on n'est pas obligé de partager ma vision. Dans le pays, au niveau des institutions, vous avez cité un pays comme la France d'ailleurs et c'est le cas, mais il y a d'autres pays aussi dans le monde et des pays européens essentiellement, où c'est le patronat en fait qui porte ça. C'est-à-dire, voilà, grosso modo, on a les différents pays qui ont adopté le name and shame, c'est des organisations patronales, corps intermédiaires, qui ont fait la pression auprès des gouvernants et des décideurs politiques pour la mise en place de name and shame. Chez nous, on a l'impression que la CGM n'en veut pas, les syndicats, ils en parlent quasiment jamais, ils ne se sentent pas concernés en tout cas, et encore moins impliqués là-dessus. Donc voilà, est-ce que c'est... Le gouvernement, c'est ceux qui sont en responsabilité qui pourraient d'ailleurs un petit peu porter ça. Le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est retiré et il a favorisé la mise en place de cette loi 69-21, dire grosso modo, je caricature un peu, maintenant vous débrouillez entre vous. Voilà. J'ai l'impression qu'on est dans cette configuration-là, mais que ce name and shame, personne n'en veut et personne ne pousse. Alors oui, le constat, je le partage. Après les causes, je ne suis pas certain. Il faudrait poser la question directement à une personne de la CGM. Ce que j'ai entendu comme avis là-dessus, et je pense qu'effectivement il est partagé par beaucoup de gens sur le name and shame, c'est qu'aujourd'hui, la situation fiscale du pays au niveau de l'IS collecté, c'est que grosso modo, c'est 100 entreprises, c'est une centaine d'entreprises qui payent la majorité de l'IS au Maroc. Que rajouter du name and shame, que ce soit sur les délais de paiement ou sur une autre problématique, c'est comme si on tapait tout le temps sur les mêmes et qu'on tape sur les entreprises qui finalement financent en grande partie notre économie. Et donc, est-ce que c'est bien sérieux ça, Amine Diouri, d'avancer ça?
Vous dites, moi j'ai eu des sources et des connexions là-dessus, voilà ce qui a été avancé en disant, voilà, avec le name and shame, on va retaper sur les mêmes. Les mêmes, ils sont à peu près à jour au niveau fiscal, on est bien d'accord. Ouais. Et le patriotisme, c'est d'abord de payer ses impôts, et de s'acquitter de ses impôts, on est bien d'accord. Donc est-ce que c'est pas un faux alibi? Je pense pas. Je sais pas. Honnêtement, c'est dur honnêtement, j'ai du mal à me mettre d'avoir un avis tranché. Tout ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement, le jour où on sera dans cette configuration où tout le monde, ou 90% au moins des personnes physiques morales payent ses impôts, et pas simplement sans entreprise au Maroc et les salariés du public et du privé qui payent, mais tout le monde participe à l'effort collectif. À ce moment-là, effectivement, le name and shame aurait un vrai sens dans le sens où on pourra taper sur tout le monde parce que ceux qui ne participent pas. C'est pas taper sur tout le monde, c'est taper sur les mauvais payeurs. On est d'accord. On est d'accord. Mais taper sur les mauvais payeurs, ça veut dire qu'à un moment donné, tout le monde joue le jeu. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a que très peu de personnes physiques et morales qui jouent le jeu de l'impôt. À l'heure où l'État a besoin d'argent pour financer toute cette dépense publique, est-ce que le name and shame aussi, au-delà de venir effectivement apporter une solution curative au délai de paiement, ça permettrait aussi à l'État de collecter l'impôt qui doit être collecté. Et l'impôt dû sera collecté. Donc quelque part, on irait vraiment avec le name and shame vers une véritable équité fiscale. Alors, c'est un élément incitatif, mais aujourd'hui, concrètement, ce n'est pas ça qui permet de collecter de l'argent. Ce qui permet de collecter de l'argent, aujourd'hui, c'est la pénalité qui est appliquée, les 3%, et ça, c'est la DGI qui s'en charge directement. Donc, déjà, le principe de base, il est déjà appliqué. L'idée, c'est de faire en sorte que, demain, toutes les entreprises déclarent de manière sérieuse leur retard de paiement et qu'effectivement, il y ait une transparence au niveau des déclarations et que tout le monde déjà déclare, tout le monde paye. Et là, effectivement, le name and shame, on pourra l'appliquer à tout le monde et dire, si vous ne payez pas, il est logique qu'on vous dénonce. Mais aujourd'hui, sur la minorité de personnes physiques et morales qui payent l'impôt, et c'est très peu par rapport aujourd'hui au potentiel fiscal qu'il y a au Maroc, c'est de dire, on va taper en plus sur vous parce que vous avez quelques jours de retard dans vos déclarations. D'une certaine façon, je comprends que ça fasse un peu mal, ça pique un petit peu. Oui, mais en même temps, on entretient le statu quo et on n'avance pas. Ou on avance à pas d'escargot même. Mais non, je pense que le problème, il est pas là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se focaliser sur le name and shame, on doit se focaliser sur l'équité fiscale. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on doit faire en sorte d'élargir l'assiette fiscale. C'est ça la vraie problématique. Le jour où on sera à ce niveau-là, où on aura vraiment élargi à fond cette assiette fiscale, effectivement, le name and shame aura un vrai sens, dans le sens où on va taper sur n'importe qui au hasard qui n'a pas fait ses déclarations. Si j'ai bien compris, Amine Diouri est d'accord sur le principe en fait de la mise en place du name and shame, mais en même temps, vous dites voilà, temporalité n'est. Il faut tenir compte de la temporalité, on n'est pas forcément prêt. Il faut des conditions et les conditions ne sont pas nécessairement prêtes aujourd'hui. Donc le jour où l'entreprise sera citoyenne fiscalement, on pourra mettre en place le name and shame. Je pense que oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas forcément citoyenne fiscalement. Non, il suffit de voir aujourd'hui les entreprises informales de manière générale aujourd'hui, qui est très répandue et qui crée de gros dégâts au niveau de notre économie. Donc oui, non, je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et donc oui, l'entreprise citoyenne n'est pas encore le terme le plus répandu aujourd'hui. N'est pas le terme, en tout cas, adoubé par la majorité de nos entreprises et dirigeants d'entreprise, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est moi qui le dis, avec le point d'interrogation. Juste avant de conclure, Amine Diouri, donc étude InfoRisque disponible, on a fait le débat là-dessus sur la base d'ailleurs des résultats de cette étude qualitative. Il y a deux chiffres en fait. Un qui ressort de votre étude, donc 15% de hausse des défaillances d'entreprise en 2023. Et il y a une étude du HCP sur l'emploi et le chômage, donc taux de record du chômage en 2023, 13%. Qu'est-ce qui est le chiffre le plus inquiétant selon vous? Est-ce que c'est les 15% de hausse des défaillances d'entreprise ou c'est la hausse vertigineuse, en tout cas conséquente, du chômage aujourd'hui qui atteint 13% et dans le monde urbain et le milieu urbain, pour les 15-24 ans, c'est un jeune sur deux est au chômage. C'est quoi le chiffre, le record le plus… Je les mets au même niveau. Honnêtement, je les mets vraiment au même niveau, mais peut-être un peu plus pour le chômage. Donc plus pour le chômage, un peu plus inquiétant que les 15% de hausse de la croissance des entreprises en défaillance. Effectivement, je pense que c'est ce taux-là qui arrive un tout petit peu devant, mais les deux m'inquiètent, effectivement. Donc en tout cas, là, c'est une défaillance. Les 13%, c'est quoi? C'est défaillance entreprise, c'est défaillance économique, c'est défaillance sociale? Le taux de chômage. Tout est lié en fait. Il y a un lien entre les 15% des défaillances entreprises et les 13% de taux de chômage. Quand une entreprise est défaillante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa santé financière est fortement dégradée, qu'elle ne peut plus payer ses dettes. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, quand la santé financière ne va pas, pour essayer de sauver un peu les meubles, il faut à un moment donné, malheureusement, licencier des gens.
Et donc, quand on licencie, c'est ces gens-là qui viennent alimenter demain les taux de chômage. Et donc, forcément, et comme on voit qu'en plus, de plus en plus de PME, c'est-à-dire des entreprises de 10 à 175 millions de dirhams de chiffre d'affaires qui sont de plus en plus impactées par ces défaillances d'entreprises, en pourcentage en tout cas, ces entreprises-là, elles ont des salariés. Donc forcément, quand elles vont mal, il y a un corollaire entre les deux. Mais bien sûr. Merci infiniment à Médiori d'avoir accepté de mettre vos gants et d'être monté sur le ring pour ce débat autour de la défaillance d'entreprise. Avec plaisir. Le délai de paiement, est-ce que la loi sera plus efficace que la mise en place du name and shame? Vous dites que oui, on commence par la loi, on commence par les pénalités. Ouais. Et une fois que tout ça sera mature, on mettra en place le name and shame pour chasser les derniers récalcitrants à payer en temps et en heure leurs dettes. Exact. Merci à vous et Merci. à très bientôt. À bientôt.